48 morts confirmés par l'ONU au Cameroun. La communauté internationale exige maintenant une enquête indépendante et la justice refuse de fermer les yeux cette fois. Le haut commissaire aux droits de l'homme vient de briser le silence avec des accusations qui pourraient envoyer des dirigeants africains devant la Cour pénale internationale. Laissez un like immédiatement et abonnez-vous parce que cette affaire va créer un précédent historique qui changera toute l'Afrique et personne ne pourra plus prétendre ne pas savoir. La communauté internationale vient de franchir un seuil décisif dans la crise camerounaise. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport qui fait l'effet d'une bombe diplomatique en confirmant officiellement le décès de 48 personnes lors des violences post-électorales qui ont embrasé le Cameroun. Ce chiffre glaçant, établi après une enquête préliminaire menée par les observateurs onusiens sur le terrain, met fin aux spéculations et aux tentatives de minimisation du régime camerounais qui évoquait quelques incidents isolés sans gravité particulière. Les Nations Unies, institution habituellement prudente dans ses communications pour préserver ses relations diplomatiques avec les États membres, ont choisi cette fois d'employer un langage d'une clarté inhabituelle qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le rapport onusien documente méthodiquement les circonstances des décès, les lieux précis des violences et les responsabilités apparentes des forces de sécurité camerounaises dans l'escalade meurtrière qui a suivi l'annonce des résultats électoraux contestés. Cette prise de position ferme de l'ONU transforme radicalement la nature du débat politique camerounais et ENI, introduisant une dimension de responsabilité pénale internationale qui plane désormais comme une épée de Damoclès au-dessus des têtes des responsables de la répression. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, ne s'est pas contenté de publier des statistiques froides mais a accompagné ces chiffres d'une demande explicite et non négociable. Une enquête approfondie et véritablement indépendante doit être menée pour établir les responsabilités individuelles dans ces tueries. Cette exigence d'indépendance constitue un camouflet diplomatique cinglant pour le régime camerounais qui proposait de conduire lui-même les investigations internes sur les événements. L'ONU rejette implicitement mais fermement toute enquête menée par les autorités camerounaises elles-mêmes, considérant à juste titre qu'on ne peut demander à ceux qui sont soupçonnés d'avoir ordonné ou perpétré les violences de se juger eux-mêmes. Le haut-commissaire insiste sur la nécessité d'impliquer des experts internationaux indépendants, des organisations de défense des droits humains reconnues et des mécanismes judiciaires crédibles pour garantir que la vérité soit établie sans manipulation ni dissimulation. Cette position de l'ONU s'inscrit dans une doctrine de plus en plus affirmée de responsabilité de protéger qui impose aux États de rendre des comptes lorsqu'ils échouent à protéger leur propre population ou pire encore, lorsqu'ils se retournent violemment contre elle. Les 48 victimes officiellement recensées par l'ONU ne représentent pas vraisemblablement que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus massif et terrifiant. Les enquêteurs onusiens eux-mêmes reconnaissent dans leur rapport que ce bilan ne prend en compte que les décès directement observés et documentés par leurs équipes ou par des sources médicales fiables ayant accepté de témoigner malgré les pressions gouvernementales. De nombreux décès supplémentaires n'ont probablement pas été comptabilisés en raison de l'impossibilité d'accéder à certaines zones particulièrement touchées par les violences où les autorités camerounaises ont établi des cordons sanitaires empêchant toute investigation indépendante. Les disparitions forcées, phénomène malheureusement courant dans les répressions politiques africaines, ne figurent pas dans ce décompte officiel, alors que plusieurs organisations locales de défense des droits humains signalent des dizaines de personnes portées disparues depuis les manifestations et dont les familles sont sans nouvelles. Les personnes décédées des suites de leurs blessures dans les jours et semaines suivant les affrontements, souvent dans des conditions dramatiques, faute de soins appropriés ou par peur de se rendre dans les hôpitaux où les forces de sécurité procédaient à des arrestations, ne sont pas toutes incluses dans le décompte onusien qui se concentre sur les morts immédiates et directement attribuables aux violences. Le rapport des Nations Unies détaille avec une précision chirurgicale l'usage disproportionné et manifestement illégal de la force létale par les forces de sécurité camerounaises. Les enquêteurs ont pu établir que dans de nombreux cas, les forces de police et les militaires ont fait usage d'armes à feu réelles contre des manifestants désarmés qui ne présentaient aucune menace létale justifiant une telle riposte.
Les normes internationales en matière de maintien de l'ordre public, codifiées dans les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, imposent que les armes létales ne soient employées qu'en dernier recours et uniquement pour protéger des vies humaines face à une menace imminente. Or, les témoignages recueillis par l'ONU décrivent donc des scènes où des tirs ont été effectués à bout portant contre des manifestants fuyant les affrontements, où des munitions réelles ont été utilisées dès les premières minutes des rassemblements sans tentative préalable de dispersion par des moyens non létaux, où des blessés à terre ont été achevés par des tirs supplémentaires. Ces pratiques constituent des violations graves du droit international humanitaire et pourraient potentiellement être qualifiées de crimes contre l'humanité si elles s'inscrivent dans une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. L'exigence onusienne d'une enquête indépendante s'accompagne d'un volet judiciaire non négociable. Les responsables de ces violences doivent être traduits en justice et répondre de leurs actes devant des tribunaux impartiaux. Volker Türk a été particulièrement clair sur ce point en déclarant que la loi doit s'appliquer à tous sans exception, formule diplomatique qui vise explicitement les plus hautes autorités politiques et militaires camerounaises. Cette insistance sur l'absence d'impunité constitue un avertissement sans équivoque au régime de Yaoundé. Les excuses habituelles invoquant les nécessités de l'ordre public ou les provocations de l'opposition ne seront pas acceptées comme justification suffisante pour ces tueries. L'ONU rappelle que le droit international ne reconnaît aucune immunité pour les crimes graves contre les droits humains et que les responsables, quel que soit leur rang hiérarchique ou leur fonction officielle, peuvent être poursuivis devant les juridictions nationales ou internationales. Cette perspective de poursuites pénales individuelles crée une fissure psychologique majeure au sein de l'appareil répressif camerounais où certains officiers et commandants commencent à comprendre qu'ils pourraient personnellement payer le prix de leur obéissance aveugle aux ordres d'une hiérarchie politique qui les abandonnera probablement à leur sort si la situation continue de se dégrader. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a personnellement pris la parole pour souligner la gravité exceptionnelle de la situation camerounaise et l'urgence d'une désescalade immédiate. Son intervention directe rarissime pour des crises politiques internes à des États membres signale que la communauté internationale considère le Cameroun comme un point chaud susceptible de dégénérer en conflit régional majeur si la situation n'est pas rapidement maîtrisée. Guterres a rappelé aux autorités camerounaises leur obligation première de garantir un environnement sûr et sécurisé pour tous les citoyens, y compris et surtout pour ceux qui exercent leur droit fondamental de manifester pacifiquement leur désaccord avec les politiques gouvernementales. Cette formulation juridiquement précise établit clairement que le gouvernement camerounais violait actuellement ses obligations internationales en matière de protection des droits humains et pourrait faire face à des sanctions coordonnées si la situation persiste. Le secrétaire général y a également souligné que la protection des manifestants pacifiques ne constitue pas une faveur ou une concession politique, mais une obligation légale inconditionnelle, découlant des traités internationaux que le Cameroun a librement signés et ratifiés. L'appel onusien à un dialogue national inclusif représente la dernière tentative diplomatique pour éviter que le Cameroun ne bascule dans un cycle de violence incontrôlable dont l'issue serait catastrophique pour toute la région. Antonio Guterres a explicitement plaidé pour l'organisation rapide d'un échange constructif réunissant le gouvernement, l'ensemble des partis d'opposition sans exclusive et les organisations de la société civile camerounaise. Ce format de dialogue national, qui a permis de résoudre certaines crises politiques africaines dans le passé, suppose néanmoins que toutes les parties acceptent de négocier de bonne foi et soient prêtes à faire des concessions substantielles sur leur position initiale. Or, le régime camerounais n'a jusqu'à présent manifesté aucune volonté réelle de discuter avec une opposition qu'il considère comme illégitime et manipulée par des puissances étrangères hostiles. L'opposition, de son côté, galvanisée par le soutien populaire massif dont elle bénéficie et légitimée par la reconnaissance internationale de la fraude électorale, refuse catégoriquement de participer à un quelconque dialogue qui ne partirait pas du principe d'une nouvelle élection sous supervision internationale stricte. Ce fossé apparemment infranchissable entre les positions des protagonistes rend l'option du dialogue extrêmement difficile à mettre en œuvre malgré les efforts médiation de l'ONU et de certains États africains.
La population camerounaise accueille avec un mélange de soulagement et d'amertume cette prise de position ferme des Nations Unies. Le soulagement provient de la validation internationale de ce que les Camerounais savent depuis le début. Leur gouvernement a effectivement massacré des dizaines de manifestants pacifiques pour étouffer la contestation légitime d'une élection truquée. Cette reconnaissance officielle par la plus haute instance morale internationale brise le mur du déni et force le monde entier à regarder en face la réalité de la répression camerounaise. L'amertume naît du sentiment que ces déclarations onusiennes, aussi fortes soient-elles, ne ramèneront pas à la vie les 48 victimes officiellement recensées, ni les dizaines d'autres probablement décédées dans l'anonymat et l'indifférence. Les familles endeuillées, qui ont perdu des fils, des filles, des parents dans ces violences, se demandent légitimement si la communauté internationale ira au-delà des communiqués indignés pour imposer des sanctions concrètes et contraindre le régime camerounais à rendre des comptes. L'histoire récente du continent africain est malheureusement remplie d'exemples où les condamnations onusiennes n'ont pas été suivies d'actions coercitives suffisantes pour stopper les massacres et punir les responsables. Les témoignages recueillis par les enquêteurs onusiens dressent un tableau terrifiant de la violence déchaînée par l'appareil répressif camerounais contre sa propre population. À Bafoussam, des témoins oculaires décrivent des scènes apocalyptiques où de jeunes manifestants ont été pris au piège entre des tirs nourris des forces de sécurité et l'impossibilité de fuir par des rues bloquées par des barrages militaires. Les grenades lacrymogènes, théoriquement destinées à disperser les foules sans causer de blessures graves, ont été tirées directement sur les manifestants à bout portant, provoquant des traumatismes crâniens mortels, des asphyxies fatales. Une période de bouleversement politique sans précédent dans son histoire récente. Les grandes métropoles du pays se sont transformées en théâtre d'affrontements quotidiens où se joue l'avenir même de la nation camerounaise. Cette explosion de colère populaire ne surgit pas du néant, mais représente l'aboutissement de décennies de frustrations accumulées, de promesses non tenues et d'injustices systémiques qui ont progressivement miné la confiance des citoyens envers leurs institutions. Les manifestations qui secouent actuellement Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et pratiquement toutes les villes du pays dépassent largement le cadre d'une simple contestation électorale pour questionner les fondements mêmes du contrat social camerounais. La jeunesse camerounaise, qui représente plus des 2/3 de la population et qui se trouve massivement exclue d'opportunités économiques et politiques, constitue le fer de lance de cette révolte qui remet en cause 40 années de pouvoir personnel concentré entre les mains d'un seul homme. Ces jeunes manifestants, souvent diplômés mais condamnés au chômage chronique dans une économie sclérosée par la corruption et le clientélisme, n'ont littéralement plus rien à perdre et sont prêts à braver les balles des forces de sécurité pour conquérir leur dignité et leur avenir. L'atmosphère qui règne dans les villes camerounaises défie toute description rationnelle et évoque plutôt les ambiances pré-insurrectionnelles que l'on observe dans les sociétés au bord de l'implosion. Yaoundé, la capitale administrative habituellement feutrée et contrôlée, ressemble désormais à un camp retranché où les sirènes des véhicules de police hurlent en permanence et où les hélicoptères militaires survolent en boucle les quartiers populaires dans un balai menaçant. Les artères principales de la ville sont barrées par des checkpoints improvisés où des militaires nerveux contrôlent systématiquement l'identité des passants et fouillent les véhicules à la recherche d'opposants recherchés ou de matériel subversif. Les marchés populaires, cœur battant de l'économie informelle camerounaise et lieu traditionnel des socialisations, fonctionnent au ralenti car les commerçants craignent les débordements soudains et les représailles aveugles des forces de sécurité qui ne font plus la distinction entre manifestants actifs et simples badauds. Les établissements scolaires et universitaires ont fermé leurs portes sine die, officiellement pour protéger les élèves, mais en réalité pour empêcher les campus de devenir des bases arrières de la contestation comme ils l'ont été lors de toutes les grandes mobilisations politiques camerounaises depuis l'indépendance. Douala, poumon économique du Cameroun et première ville du pays par sa population, vit au rythme des manifestations massives qui paralysent régulièrement son activité portuaire et commerciale. Le port autonome de Douala, par lequel transite l'essentiel du commerce extérieur camerounais et d'une partie significative des échanges du Tchad et de la République centrafricaine enclavée, connaît des perturbations majeures lorsque les dockers rejoignent les manifestations ou que les routes d'accès sont bloquées par des barricades improvisées. Les quartiers populaires de Newbel, Bonabéry et Bépanda se transforment régulièrement en zones de non-droit
où les forces de sécurité n'osent plus pénétrer qu'en formation militaire massive et lourdement armée. Les jeunes des ghettos d'Oualaïs, rompus aux techniques de guérilla urbaine et parfaitement connaisseurs du dédale de ruelles étroites qui constituent leur territoire, harcèlent constamment les patrouilles gouvernementales par des jets de pierre, des barricades enflammées et des embuscades éclairs avant de se fondre dans la population civile. Cette asymétrie tactique, où des manifestants mobiles et insaisissables affrontent des forces de sécurité lourdes et prévisibles, rappelle les stratégies de résistance urbaine observées dans d'autres théâtres de confrontation politique à travers le monde et témoigne d'une sophistication croissante du mouvement des contestations. Les autorités camerounaises ont répondu à cette mobilisation populaire massive par un déploiement de forces d'une ampleur inédite qui transforme le pays en état policier de fait. Des milliers de soldats et de policiers anti-émeutes ont été acheminés vers les zones urbaines considérées comme hostiles au régime, créant dans ces villes une présence militaire visible et intimidante qui vise à décourager toute velléité de manifestation. Les unités d'élite, comme le bataillon d'intervention rapide, tristement célèbre pour sa brutalité dans la répression de la crise anglophone, ont été déployées dans les quartiers les plus rebelles avec des ordres apparemment très permissifs sur l'usage de la force létale. Les blindés légers et les véhicules Lanceau sillonnent les avenues principales dans des démonstrations de force destinées à rappeler à la population que l'État conserve le monopole de la violence légitime et qu'il est prêt à l'exercer sans retenue. Cette militarisation du maintien de l'ordre, qui substitue des tactiques de combat à des stratégies de gestion des foules, explique largement l'escalade meurtrière que déplore aujourd'hui la communauté internationale. Les forces de sécurité camerounaises, formées et équipées, pour combattre des ennemis armés, comme les insurgés de Boko Haram dans l'extrême nord, appliquent ces mêmes méthodes contre des manifestants civils largement désarmés, avec les conséquences tragiques que l'on constate. La contestation des résultats électoraux officiels constitue le détonateur immédiat de cette explosion de violence, mais ne représente que la partie émergée d'un iceberg de griefs accumulés. L'opposition camerounaise, rassemblée derrière la candidature de Chiroma, conteste catégoriquement les chiffres proclamés par le Conseil constitutionnel qui attribue la victoire au président sortant avec un score de 53%. Les compilations parallèles effectuées par les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote, basées sur plus de 80% des procès-verbaux authentiques, indiquent au contraire une victoire nette de Chiroma qui aurait dépassé la barre des 50% des suffrages exprimés. Cette divergence radicale entre les résultats officiels et les décomptes alternatifs ne peut s'expliquer que par une fraude massive et systématique orchestrée par le pouvoir en place avec la complicité des organes électoraux censément indépendants. Les observateurs électoraux nationaux et les quelques organisations internationales qui ont pu accéder au processus de vote ont documenté des irrégularités multiples et graves. Bourrage d'urnes dans les fiefs du pouvoir, radiation arbitraire de milliers d'électeurs, des listes dans les zones acquises à l'opposition, intimidation systématique des assesseurs et représentants de partis d'opposition dans les bureaux de vote, confiscation de procès-verbaux attestant de résultats défavorables au régime. Cette fraude électorale industrielle prive les Camerounais de leur droit fondamental de choisir démocratiquement leurs dirigeants et justifie pleinement la mobilisation populaire actuelle. Les manifestants camerounais, malgré les risques mortels qu'ils encourent en défiant ouvertement l'appareil répressif du régime, persistent dans leur mobilisation avec un courage et une détermination qui forcent à l'admiration. Ces hommes et femmes qui descendent dans les rues jour après jour, bravant les balles réelles et les gaz lacrymogènes, incarnent la face héroïque d'un peuple qui refuse de se soumettre à la dictature et revendique sa place dans le concert des nations démocratiques. Leurs slogans scandés à plein poumon, malgré le danger imminent, témoignent d'une conscience politique aiguë et d'aspirations démocratiques légitimes. Respecter notre vote, le Cameroun appartient aux Camerounais, démocratie maintenant, Chiroma président. Les images de ces manifestations, capturées par des milliers de smartphones et diffusées instantanément sur les réseaux sociaux malgré les tentatives gouvernementales de couper Internet, montrent des foules immenses et pacifiques brandissant des branches d'arbres en signe de paix et chantant l'hymne national camerounais pour réaffirmer leur patriotisme face à un régime qui les accuse de trahison.
Cette dimension pacifique revendiquée de la contestation rend d'autant plus choquante et injustifiable la violence extrême déployée par les forces de sécurité contre ces citoyens qui n'exercent que leurs droits constitutionnels fondamentaux. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont progressivement dégénéré dans certaines zones en véritables batailles urbaines où la frontière entre maintien de l'ordre et guerre civile devient dangereusement floue. À Bafoussam, bastion historique de l'opposition camerounaise dans la région de l'Ouest, les confrontations ont atteint un degré de violence particulièrement élevé qui témoigne de l'exaspération accumulée dans cette région marginalisée par le pouvoir central depuis des décennies. Les jeunes manifestants, voyant leurs camarades tomber sous les balles des forces de sécurité, ont progressivement radicalisé leurs tactiques et commencé à riposter avec les moyens du bord, jets de pierre et des cocktails Molotov contre les véhicules de police, incendie de bâtiments administratifs symbolisant l'oppression étatique, pillage de magasins appartenant à des proches du régime. Cette escalade de la violence populaire, bien que compréhensible dans le contexte d'une répression meurtrière, inquiète néanmoins les observateurs qui craignent qu'elle ne fournisse au régime le prétexte recherché pour justifier une répression encore plus brutale sous couvert de rétablissement de l'ordre public. Le risque existe que le mouvement de contestation initialement pacifique ne soit progressivement infiltré et débordé par des éléments radicaux prêts à employer la violence comme moyen d'action politique, ce qui pourrait aliéner une partie du soutien populaire et international dont bénéficie actuellement l'opposition. La stratégie gouvernementale face à cette contestation massive oscille entre tentatives de diabolisation de l'opposition et démonstrations de force destinées à terroriser la population. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, multiplie les conférences de presse où il accuse l'opposition de manipulation des masses populaires, de connivence avec des puissances étrangères hostiles au Cameroun et de tentatives de déstabilisation financées par l'étranger. Cette rhétorique du complot externe, classique des régimes autoritaires africains confrontés à des contestations internes, ne convainc plus guère une population camerounaise qui sait pertinemment que sa colère est légitime et endogène. Le ministre de la Défense, pour sa part, a clairement averti que l'armée ne tolérerait aucune atteinte à l'intégrité territoriale et à la stabilité du pays. Formulation codée qui signifie que les forces armées sont prêtes à intervenir massivement si la situation continue de dégénérer. Cette menace à peine voilée d'une répression militaire généralisée qui pourrait transformer le Cameroun en un nouveau théâtre de guerre civile africaine devrait alerter la communauté internationale sur l'urgence absolue d'une médiation diplomatique vigoureuse pour éviter le pire. Les exemples récents de pays africains basculés dans des conflits armés prolongés après des crises électorales mal gérées devraient servir d'avertissement terrible aux dirigeants camerounais tentés par la solution militaire. La question de la responsabilité pénale des auteurs des violences post-électorales se pose désormais avec une acuité incontournable au Cameroun. L'exigence formulée par les Nations Unies de traduire en justice tous les responsables des tueries, quel que soit leur rang hiérarchique, marque un tournant potentiellement décisif dans l'histoire politique camerounaise. Cette insistance sur la responsabilité individuelle et la fin de l'impunité systémique constitue une rupture radicale avec les pratiques habituelles dans un pays où les crimes politiques n'ont jamais été sérieusement poursuivis et où les agents de l'État bénéficient d'une quasi-immunité de facto pour les exactions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, a été particulièrement explicite sur ce point en déclarant que la loi doit s'appliquer à tous sans exception. Formulation qui vise directement les plus hauts responsables politiques et militaires camerounais. Cette position de principe, si elle devait être effectivement mise en œuvre, bouleverserait complètement la culture d'impunité qui règne au Cameroun depuis l'indépendance et qui permet aux détenteurs du pouvoir de violer systématiquement les droits de leurs concitoyens sans jamais en répondre devant la justice. Le système judiciaire camerounais, totalement inféodé au pouvoir exécutif et dépourvu de toute indépendance réelle, apparaît manifestement incapable de mener les enquêtes impartiales et les poursuites courageuses qu'exige la situation actuelle. Les magistrats camerounais, nommés et révocables à la discrétion du président de la République qui préside lui-même le Conseil supérieur de la magistrature, ne disposent d'aucune autonomie pour instruire des affaires politiquement sensibles impliquant des membres du régime.
Les quelques juges qui ont tenté par le passé de faire preuve d'indépendance et de résister aux pressions hiérarchiques ont systématiquement été sanctionnés par des mutations punitives dans des juridictions reculées ou par des mises à la retraite anticipées. Les procureurs, véritables courroies de transmission du pouvoir politique dans l'appareil judiciaire, reçoivent leurs instructions directement de la présidence et du ministère de la Justice pour toutes les affaires présentant un enjeu politique. Dans ces conditions, espérer que le système judiciaire camerounais puisse mener une enquête honnête sur les violences post-électorales et identifier les responsabilités au plus haut niveau de l'État relève de l'utopie la plus complète. Seule une juridiction véritablement indépendante, idéalement internationale, ou à tout le moins régionale avec participation d'experts étrangers, pourrait garantir que les enquêtes seront conduites sans ingérence politique et que les conclusions reflèteront fidèlement les faits établis. La Cour pénale internationale, juridiction permanente basée à La Haye, est compétente pour juger les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, pourrait théoriquement être saisie de la situation camerounaise si les violences observées atteignent le seuil de gravité requis. Les crimes contre l'humanité, l'une des 4 catégories de crimes relevant de la compétence de la CPI, se définissent notamment comme des attaques généralisées ou systématiques lancées contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Les meurtres, les disparitions forcées, la torture et les emprisonnements arbitraires massifs documentés au Cameroun pourraient potentiellement remplir les critères définissant les crimes contre l'humanité, si les enquêteurs s'établissent le caractère systématique de ces violences et leur coordination au niveau des plus hautes autorités étatiques. Le Cameroun ayant ratifié le statut de Rome instituant la CPI, la Cour dispose théoriquement de la compétence territoriale pour enquêter sur les crimes commis sur le sol camerounais. Cependant, le principe de complémentarité qui régit le fonctionnement de la CPI impose que les juridictions nationales soient d'abord saisies et que leur incapacité ou leur refus manifeste d'enquêter soit établi avant que la Cour internationale ne puisse se déclarer compétente. Cette procédure complexe et chronophage pourrait prendre des années, pendant lesquelles les preuves risquent d'être détruites et les témoins intimidés ou éliminés. Les mécanismes africains de justice et de responsabilisation, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie, offrent une alternative régionale potentiellement plus accessible et culturellement mieux acceptée par les États africains. Cette juridiction continentale, bien que moins connue et moins utilisée que la CPI, dispose de la compétence pour examiner les violations graves des droits humains commises par les États partis au protocole portant création de la Cour. Le Cameroun ayant ratifié ce protocole, la Cour africaine pourrait théoriquement être saisie par les victimes ou leurs représentants pour examiner les violences post-électorales et ordonner des réparations aux victimes ainsi que des poursuites contre les responsables. Toutefois, cette juridiction souffre de limitations importantes qui affectent son efficacité. Son budget dérisoire limite ses capacités d'enquête et de fonctionnement. Les États africains respectent très inégalement ses décisions et certains se sont même retirés de sa compétence pour échapper à ses investigations. Ces procédures sont longues et complexes, décourageant les victimes de la saisir. Malgré ses faiblesses, la Cour africaine représente néanmoins une option à considérer sérieusement pour obtenir une reconnaissance internationale des violations commises au Cameroun et maintenir une pression judiciaire sur le régime. Les commissions Vérité et Réconciliation, mécanismes de justice transitionnels expérimentés dans de nombreux pays sortant de conflits ou de régimes autoritaires, constituent une autre piste envisageable pour le Cameroun post-crise. Merci pour tous vos commentaires qui montrent que vous comprenez la gravité de cette situation. N'oubliez pas de laisser un like si vous pensez que la justice internationale doit intervenir au Cameroun. Et voici la question explosive qui va tout déterminer. Si l'ONU parvient à imposer une enquête indépendante malgré le refus du régime, combien d'autres dictateurs africains commenceront à trembler en sachant qu'ils pourraient être les prochains sur la liste des poursuites internationales ?